Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la bande dessinée française Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Et c'est une BD qui avait eu un certain succès au moment de sa sortie apparemment, et moi on me l'avait offert à Noël il y a environ 2 ans. Et donc c'était vraiment un bon cadeau parce que c'est pas du tout le genre de BD vers lequel je serais allé naturellement, que j'aurais acheté dans une librairie ou quoi. Mais à la lecture j'ai vraiment eu une grosse surprise et c'est une BD qui m'a même bouleversé à plusieurs niveaux. Et là 2 ans plus tard j'ai relu cette bande dessinée pour faire cette vidéo et ça m'a fait toujours autant d'effet. Et en plus j'ai pu noter plein de choses intéressantes dans la mise en scène de l'auteur qui exploite très bien le médium bande dessinée pour porter son propos et son histoire. Et comme c'est une BD qui a eu du succès, ben j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de vidéos qui ont été faites sur elle et qui présentent la BD plus en forme d'introduction on va dire pour appâter les gens à aller lire cette bande dessinée. Du coup ici je vais me permettre de parler de la BD pleinement et de spoiler autant que j'en ai envie, etc. Et que si vous êtes juste curieux à propos de cette bande dessinée, que vous voulez juste vous renseigner en surface, mais il y a déjà de quoi faire. Mais je vais graduer ça en 2 temps, donc je vais d'abord parler donc de l'histoire en soi, je vais quand même présenter l'histoire, mais je vais dire vers dans quelle direction elle va quoi. Et après je ferai une seconde section où je vais vraiment faire les gros spoilers en parlant de la fin de l'histoire et tout ça. J'arrive même pas à croire ce qui m'arrive, grâce à Dieu je suis encore en vie moi. Tout ça dans la mémoire, l'amitié dure un temps m'a dit l'ancien qui se trouve près de moi. Un mauvais garçon mais je crois en Dieu, je possède pas le grimoire. Il faut des enfants pour leur apprendre tout ce que j'ai vu. Les sentiments sont morts, ils sont pendus au bout d'une corde. On finit tous déçus dans la vie. Je te vois t'es pas d'accord, tu veux prévoir ma mise à mort. Pourtant moi je te vois pas dans la ville. De nos destins on est acteurs, jamais gratté la tort. Toujours vrai de vrai, quand on parle on passe à l'action. Alors ces jours qui disparaissent, ça parle de Lubin, un jeune français, qui est un artiste, c'est un acrobate qui fait avec ses amis des spectacles de prestidigitation, de magie, de mise en scène mystique. Et Lubin fait sa vie, mais au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'il y a des absences complètes d'une journée, pendant lesquelles son corps est en fait approprié par une autre personnalité. Et que donc, pendant le début du récit, il ne va plus avoir qu'accès à une journée sur 2 de sa vie, ce qui va amener forcément à plein de problèmes et à plein d'angoisses. Et son double a vraiment une personnalité très différente de la sienne. Lubin, lui, donc comme je disais, c'est un artiste, il laisse plus les choses couler, il vit au jour le jour, il se concentre sur ses relations avec ses amis et sur les spectacles qu'il met en scène, et il ne met pas en place des grands plans pour le futur et tout ça quoi. Et du coup, son alter, lui, c'est l'inverse, c'est quelqu'un de très carré, qui va être assez carriériste en fait, qui va mettre énormément d'efforts intellectuels et dans le travail pour essayer de se construire une carrière, pour se faire de l'argent, se créer une situation, avoir une maison propre et tout ça, et donc c'est un peu sous-entendu qu'ils ont aussi des opinions politiques qui diffèrent, et que donc Lubin serait plutôt un gauchiste, là où son alter serait plutôt un droitard. Avec cette idée aussi que Lubin peut parfois se sentir dévalorisé par rapport à son alter, qui évolue davantage dans cette société de manière convenable entre guillemets. Et pendant un premier temps, ils vont communiquer à travers des vidéos par lesquelles ils s'enregistrent et ils font des conversations en alterné d'un jour sur l'autre. Mais au bout d'un moment, l'alter, le double, va prendre de plus en plus de place dans la vie de Lubin, que ça soit dans ce qu'il lui impose dans son mode de vie, c'est-à-dire les filles avec qui il sort, le fait que c'est contraignant pour lui de devoir entretenir le corps d'athlète de Lubin, le fait qu'il mange de la viande et que Lubin est végétarien, des choses comme ça. Et aussi, plus grave, au bout d'un moment, Lubin va perdre plus qu'une journée sur 2 dans sa vie, et l'alter de Lubin va occuper le corps de celui-ci pendant plus qu'une journée d'affilée, quoi. Et ça va forcément aller crescendo, ce qui va amener plein d'angoisse pour Lubin, il va plus pouvoir construire sa vie, il va plus pouvoir travailler pour son spectacle, ça va devenir compliqué pour lui de rester en contact et en relation avec certaines personnes qu'il aime, et d'être impuissant face à cette vie qui lui échappe complètement. Et pour moi, le gros thème de cette BD, c'est vraiment l'angoisse du temps qui s'écoule et qu'on ne peut rien faire pour empêcher que ce temps s'écoule. Ce qui renvoie forcément au fait que toute vie est tragique, parce qu'on va tous mourir un jour, et de cette volonté qu'il faut essayer d'avoir de minimiser les regrets et d'essayer de vivre sa vie le plus pleinement possible. Ce droit, ce choix qui est complètement dépossédé de Lubin à cause de sa situation avec son alter. Et le fait de ne plus pouvoir contrôler sa vie, de ne plus pouvoir contrôler son corps comme il le voudrait, c'est comme si pendant les jours où c'est l'alter qui a possession du corps, ce sont tous des jours qui devraient être sa vie, mais pendant lesquels il est comme mort, il n'existe plus. Et une thématique pareille sur l'angoisse du temps qui s'écoule et tout l'aspect cruel que ça peut avoir, je pense que ça parle au moins un minimum à tout le monde, et que personnellement si tu veux me chambouler, il y a rien de mieux que de me montrer justement ces vidéos, comme par exemple le début de Up, là-haut, le dessin animé de Pixar, où on voit toute la vie du vieil homme s'écouler en quelques minutes. Ça fait toujours quelque chose de voir ça, de voir le temps d'un récit, une vie qui s'écoule de A à Z, et qui nous renvoie à notre propre mortalité et à notre manque d'emprise sur le temps quoi. Et ça me semble quand même être une des grosses angoisses fondamentales de l'humain, et voir un récit qui aborde ça avec autant de finesse, c'est quelque chose d'assez perturbant. Et sinon on va passer à l'analyse de la mise en scène, justement comment l'auteur met en scène le temps qui s'écoule dans une bande dessinée. Je veux juste parler aussi d'un dernier aspect de cette bande dessinée, avec le fait que Timothée Le Boucher met en scène un univers qui se passe donc dans notre quotidien, et puis davantage dans le futur au fur et à mesure que le temps avance, et où il va mettre en scène des personnages, nous dépeindre une société dans certains de ses aspects progressistes, on va dire, en termes
de représentation du genre, en termes de représentation des différentes origines ethniques des personnages, des corps aussi qu'il met en scène, aussi des manières dont on peut aborder une relation amoureuse, le fait de nous dire que la sœur de Lubin est une lesbienne en trouble, donc un couple mais à 3 personnes. Comme je disais aussi, Lubin est végétarien, vous voyez tout ça quoi. Le fait de nous mettre en scène tout ça dans cette histoire, de nous dépeindre cet univers là, sans que ça devienne un thème central du récit, montre aussi de quelle manière est-ce que l'auteur essaie de normaliser tout ça, en nous montrant tous ces aspects là de la société qui deviennent quelque chose de quotidien, de normal, et que ça ne soit pas un enjeu narratif ou polémique de l'histoire. De juste nous montrer ça comme un état de fait, que la société est diversifiée dans ses genres, dans ses visages, dans ses origines, dans ses manières de penser, parce que Lubin aussi il est issu d'une famille où sa mère adoptive en fait est quelqu'un de très versé dans le mysticisme, on va dire ça comme ça, dans de la culture New Age, avec tout ce qui est rapport aux énergies, à faire des câlins aux arbres, des choses comme ça, mais qu'à côté de ça on va par exemple nous montrer la seconde copine de Lubin, Tamara, qui est une militaire, et qui est un très chouette personnage, qui est aussi montré comme quelqu'un de plus viril dans ses attitudes, dans sa manière d'être que Lubin. Mais donc voilà, on va nous présenter aussi bien un personnage plutôt hippie, un personnage plutôt militaire, et nous les montrer tous deux aussi bien comme des humains appréciables quoi. Donc encore une fois, de nous montrer la diversité de ces sociétés. Et même l'alter de Lubin, dans tout ce qu'il peut avoir de peu appréciable dans le récit, parce que pendant tout le récit, on va nous montrer uniquement le point de vue de Lubin. Toutes les scènes que l'on voit, ce sont des scènes que lui vit directement, donc on est du côté de Lubin principalement, mais l'auteur arrive quand même bien à nous faire ressentir de l'empathie envers son alter, et que cet enjeu de possession du corps n'est facile pour aucun des deux personnages en fin de compte. Et de nous montrer tous les bons aspects du personnage de Lubin, de sa gentillesse, de son savoir-faire, de sa créativité, mais qu'il y a aussi un discours de la BD de certains personnages qui disent que le personnage n'essaye pas assez, ne fait pas assez d'efforts pour essayer d'avoir un contrôle sur sa vie, pour essayer de construire quelque chose, contrairement à l'alter qui lui au contraire a une énorme puissance intellectuelle et de volonté pour parvenir à ses fins, ce qui pourrait peut-être expliquer aussi le fait que c'est bien l'alter qui va finir par prendre de plus en plus le dessus sur l'humain, qui peut-être par manque de puissance et de volonté a fini par se laisser bouffer. Mais d'ailleurs on n'aura jamais d'explication claire et finale sur qu'est-ce qui arrive exactement à Lubin quoi, est-ce que c'est un truc magique, ou est-ce que c'est quelque chose de purement psychologique, une maladie mentale ou quelque chose, et que cette clé-là nous est jamais donnée, et que donc on va voir aussi bien un discours des psychologues qui essaient de comprendre la situation, qu'une vision plus mystique des choses qui rejoint plus la culture de Lubin, qui encore une fois, j'ai dit, lui est issu d'une culture New Age de sa mère, même s'il a l'air d'être moins à fond dans ce truc-là. L'auteur va quand même mettre en scène énormément de symbolique pendant son récit, d'images symboliques avec une ombre qui va diviser en deux, une case, des jeux avec des reflets, nous montrer le soleil à différentes étapes de la journée, les arbres aussi qui sont une image récurrente dans le récit, avec le fait de nous montrer les branches des arbres ou des choses qui font écho et qui viennent représenter une colère chez le perso ou alors un déchirement, un craquellement de lui-même et de la case de la BD, et que cette présence de symbolique et de mystique est assez logique de le récit parce que c'est la culture de Lubin et qu'on voit le monde depuis son point de vue, et que donc c'est assez logique de faire ce genre de représentation pour ce personnage, car il va cultiver ça jusque dans ses spectacles, dans lesquels on va retrouver ses angoisses du double, son imaginaire de geek et de mystique, de beauté et tout ça. Et que donc même s'il en recherche une explication rationnelle, il est quand même imprégné de cette culture-là, ça fait partie de son bagage, de qui il est. Et le dessin de Timothée Le Boucher est vraiment très élégant. Pour moi, il fait assez écho au dessin de Bastien Vives, de Sort de la Ville, deux des gens qui étaient sur Last Man. On voit qu'il y a un savoir-faire académique comme ça derrière, en termes de maîtrise de l'anatomie, de la composition. Et l'élégance de son dessin confère à tous ces personnages une certaine grâce, et ce qui est assez logique pour la bande de Lubin qui font des spectacles et qui sont donc très conscients de leur corps et de leur manière de mettre en scène leur corps, mais c'est vraiment attendu à tous les personnages, à tous les gens et les choses dessinées par Timothée Le Boucher. Tous ont une certaine grâce quoi. Et cette grâce va être aussi renforcée par le fait que c'est une bande dessinée où il n'y a quasiment pas d'onomatopée et de lignes de mouvement, et qui donc vont complètement laisser épurer des gestes et des actions en une seule représentation de mouvement très claire, très bien choisie, très bien mis en scène. Et ça même dans les moments où on est plus dans des moments d'action qui devraient faire énormément de bruit, ou même pendant les spectacles, qui sont donc des moments un peu à part dans le récit, où on imagine qu'il y aurait de la musique pour la mise en scène et tout ça, mais où la mise en scène va être complètement muette et complètement épurée de toute ligne de mouvement et de nomatopée, et ce qui va donc renforcer l'ambiance onirique de ces spectacles, et que les seuls moments où il va y avoir des lignes de mouvement dans les gestes de Lubin, qui sont extrêmement rares, et il y en a vraiment une poignée dans le récit, ce sont des moments où Lubin ne va pas être dans un contrôle de son corps, parce qu'il va être dans un accès de colère, parce qu'il va rater un de ses gestes dans un de ses entraînements, des choses comme ça. Et donc le fait de rendre ces lignes de mouvement très rares renforce bien la maladresse de Lubin dans ces moments-là, et montre à quel point ce sont des moments où il perd contrôle quoi, ce sont pas des moments habituels pour lui. Et du coup pour la grosse partie mise en scène de cette vidéo, où je vais à peu près uniquement m'attarder sur la manière de faire ressentir l'écoulement du temps dans une BD, et de quelle manière l'auteur s'y prend-il pour faire ça, et vu que c'est un des thèmes très importants de la BD, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans le découpage pour bien faire ressentir ça. Et que donc pour revenir déjà à la base, c'est que dans une bande dessinée,
Chaque case remet en question la temporalité, parce que plusieurs cases d'une même taille, en fait, peuvent représenter des moments plus ou moins longs, selon la logique de la scène en soi dans chaque case. Un exemple tout simple, si par exemple on nous représente une case avec un dialogue très long et dans une autre avec un dialogue très court, ben ça nous représente clairement des durées de temps différents. Mais aussi, entre chaque case va s'écouler un certain temps qui est lui aussi redéfini à chaque fois, et qu'il peut aussi bien s'écouler un fragment de seconde qu'une année complète, entre deux cases et ou pendant deux cases. Et que quand une BD est bien faite, ben tout ça se fait de manière très intuitive pour le lecteur, on n'a pas à faire d'efforts pour comprendre la logique de temporalité d'une scène qui, comme je l'ai dit, peut être très versatile. Et du coup, Lubin peut perdre le contrôle de son corps d'une case à une autre, et qu'il va perdre cette gestion du temps et de la temporalité, mais cette perte de contrôle ne se fait pas à tout moment, quoi. Elle se fait en fait pendant la nuit, et c'est au moment où il s'endort, le lendemain matin, il ne sait pas s'il va se réveiller avec sa propre conscience, ou si c'est la conscience de l'alter qui aura pris le contrôle. Et dans notre logique de lecture des cases, une case s'appréhende différemment selon si elle se lit sur un même strip, ou si c'est une case qui va faire transition d'une page vers une autre page. La fluidité de lecture et les relations que les cases vont avoir entre elles vont être différentes selon leur positionnement au sein de la page, voire même de la double page. Et ce qui fait que les transitions entre le moment où Lubin s'endort et le moment où il va se réveiller, X jours plus tard, vont être montrées différemment au fur et à mesure du récit. Au début, il va perdre seulement 1 jour sur 2, puis 2 jours sur 3, etc. Et quand le phénomène n'est pas encore trop accentué, la transition entre le moment où il dort et le moment où il se réveille, et où il va avoir la surprise de ce qui est arrivé et de où il va se réveiller, va se faire d'un strip à un autre, quoi. Et le fait de nous montrer ce saut dans le temps d'un strip à un autre accentue davantage ce saut dans le temps que si les cases étaient positionnées les unes à côté des autres très directement, ce qui va arriver par la suite du récit quand Lubin va de plus en plus perdre le contrôle de la situation et qui va avoir des absences de plus en plus longues. Ou comme je le dis, ce moment où il va s'endormir et où il va se réveiller sans savoir combien de temps s'est déroulé va être montré directement sur un même strip et qui va accentuer la violence de la transition et de la perte du contrôle de sa temporalité. Et puis finalement, dans cette mise en scène de transition des cases, à partir du moment où ça va vraiment devenir extrêmement violent, les périodes de temps qui vont s'écouler entre ces moments de conscience, on va nous montrer les transitions qui se font d'une page par rapport à une autre, quoi. Donc là, les moments de transition de temps se font entre la dernière case de la page de gauche et la première case de la page de droite. Ce qui ici renforce cette idée qu'il manque des pages entre ces deux pages-là, quoi. Qu'il y a énormément de pages dont on n'a pas eu accès, on ne sait pas combien, on ne sait pas au réveil de Lubin combien de temps s'est écoulé, combien de pages se sont écoulées entre la dernière case et la première case. Et ce qui fait qu'on ressent vraiment bien cette violence et cette perte de notion du temps qu'a Lubin. Et d'ailleurs, je le dis rarement parce que moi j'aime bien aussi lire les e-books, je lis des bouquins physiques et des e-books, mais ici on voit bien le fait que d'avoir les pages directement vis-à-vis, ce qui est plus compliqué forcément sur une tablette pour lire, est important dans la mise en page de l'auteur et dans sa narration, et donc on peut perdre quelque chose si on lit les pages en individuel sur une tablette. Il y a aussi un autre aspect de la narration qui peut se faire uniquement par le livre, c'est le fait que plus on avance dans le récit, plus le rythme s'accélère dans le temps, dans la condensation de narration qu'il y a, parce qu'il va y avoir au début plutôt une mise en page qui se fait sur 3 strips, et puis au bout d'un moment dans le récit, ça va se faire principalement sur 4 strips, avec une narration qui va donc comporter plus de cases, et donc qui va être plus condensée. Et en plus, le fait que l'histoire soit très prenante, ça peut accélérer aussi notre rythme de lecture. Et donc, comme je disais, le fait de lire un livre papier aide à bien faire ressentir via l'épaisseur des pages qu'on a lues par rapport à celles qui nous restent à lire et qui devient de plus en plus fine. Ça fait bien ressentir, je trouve, ce truc de course en avant, aussi de fatalité, plus on avance dans le récit, et du fait que tout le passé qu'on a déjà lu qui est beaucoup plus épais que ce qui nous reste à lire, alors que ce qui nous reste à lire va être beaucoup plus long en termes de temporalité qu'on va nous montrer, parce qu'au début du récit, il va se passer quelques années, et puis plus on avance dans le récit, plus d'années vont s'écouler, mais sur un plus petit nombre de pages qu'on voit qui diminue de plus en plus et qui devient de plus en plus fine, et je trouve vraiment que ça apporte en termes de drama et d'angoisse dans l'expérience de lecture, avec une idée un peu de sablier qui s'écoule et qu'on sait qu'à un moment il y aura plus de sable et qu'on peut rien faire pour l'en empêcher, et qu'on peut percevoir physiquement le sable qui reste à s'écouler, qui est bien plus petit que le sable qui s'est déjà écoulé. Et donc comme j'avais dit au début, Lubin et son alter communiquent par vidéo interposée où ils se filment occupés de poser des questions, d'expliquer leur journée, etc. Et au début, les conversations vont se faire plus où chacun explique un peu ce qu'il fait à l'autre, et donc on va sentir une espèce de décalage, on va bien sentir que ce ne sont pas des dialogues qui se font directement, mais où on va déjà nous faire ressentir que l'alter de Lubin est beaucoup plus entreprenant, qui prend énormément les choses en main dans sa vie, et d'abord dans les premières pages d'échanges qui vont nous être montrées, où donc à chaque fois il se passe une journée entre chaque case, on va nous montrer une page en gaufrier avec toutes des cases bien alignées les unes par rapport aux autres et de même taille, pour nous montrer qu'ils ont quand même un certain équilibre l'un par rapport à l'autre, qui sont chacun une journée sur deux, qu'à ce moment-là ils sont chacun dans des compromis d'essayer de faire le mieux pour l'autre, mais que directement sur la page en vis-à-vis, on va déjà nous montrer une première fois l'alter de Lubin mis sur une longue case entière qui prend la place des deux cases, où on va beaucoup nous le faire parler et nous montrer qu'il est très, encore une fois, entreprenant, qu'il prend énormément d'initiatives, qu'il avance beaucoup et très rapidement. Et que donc à ce moment-là, même s'ils ont chacun le même temps d'occupation du corps, l'alter de Lubin est déjà dans un truc d'expansion de soi-même et de prendre de la place
au sein de cette société, au sein de cette vie. Et pas longtemps après, quand les choses commencent à s'envenimer, mais qu'ils ont toujours une journée sur deux, là on va nous montrer un dialogue entre les deux, toujours par vidéo interposée, mais qui semble très fluide, comme s'ils se répondaient vraiment très directement l'un à l'autre en face à face. Et ce qui peut montrer qu'ils se sont habitués à discuter l'un avec l'autre de cette manière-là, qu'ils sont dans une espèce de routine. Mais on va quand même nous montrer le fait que l'alter de Lubin soit toujours plus dans l'initiative, là où Lubin va être dans des phrases très courtes, où il ne dit rien de ce qu'il fait, mais où il se passe toujours une journée complète entre chaque case, quoi. Et donc même si on est du point de vue de Lubin, on comprend mieux ce que fait l'alter de ces journées que Lubin lui-même, où on se demande un peu qu'est-ce qu'il fait, et que les seuls moments où on nous le montre sur une journée complète, c'est un moment où il va juste être occupé d'échanger avec l'autre, et que c'est devenu un peu sa préoccupation première, et que c'est compliqué pour lui de penser à autre chose et de faire autre chose. Et que tout ça indique déjà cette perte de gestion du temps et de sa vie. Et ce que je disais avec le fait que, au fur et à mesure du récit, l'auteur met de plus en plus de cases et de strips au sein de ses pages, et donc encore une fois va avoir une narration de plus en plus dense, ça montre aussi que les peu de moments où Lubin va être conscient, va avoir possession du corps, il va tenter de les vivre un maximum de la manière la plus dense et complète possible, parce que les journées où les conscients deviennent de plus en plus rares, donc il a intérêt à tirer profit de ces journées-là, contrairement à ces moments-là, de plus vers le début du récit, où on va nous montrer seulement sur une case pour une journée. Parce que même donc plus tard dans le récit, quand il essaie de vivre ces journées plus denses, on sait qu'il aura beau essayer de étirer le temps le plus possible, et vraiment on le voit parfois, où il danse avec sa copine ou des trucs comme ça, où on va vraiment nous montrer des cases toutes petites, ou qui accentuent vraiment ce truc d'essayer d'étirer le moment jusqu'à ce que ça soit plus possible et qu'ils doivent s'endormir pour perdre le contrôle de son corps. Et que toutes les transitions de temps énormes pendant lesquelles vit l'alter et que ce sont tous les moments auxquels le Lubin n'aura jamais accès seront toujours plus grandes et donneront toujours plus le vertige, même si on ne les montre pas, que ces pages hyper remplies de petites cases très denses. Et encore une fois, bah, ça représente bien cette angoisse et cet aspect dramatique du récit. Et de cette course contre le temps, contre du vécu d'une autre personne impossible à concurrencer. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que l'auteur ne va jamais nous montrer pleinement la face de deux personnages, l'un à côté de l'autre au sein d'une même case, alors que ça aurait pu être un effet visuel intéressant et très simple à mettre en scène, et ça renforce cette idée de gouffre qu'il y a entre les deux, et que ce sont vraiment deux personnes différentes, et qu'elles ont beau occuper le même corps, elles ne cohabitent pas, elles ont une espèce de séparation qui est aussi accentuée par le fait qu'ils se regardent à travers un écran, qui est une case au sein d'une case, quoi. Et que cette symbolique de case au sein des cases est pas mal reprise dans le récit, où l'auteur va pas mal de fois utiliser des petits encadrés pour symboliser des capsules temporelles ou des choses comme ça, et par exemple même un cadre pour montrer une photo, ça aurait pu être très bien un cadre en forme de rond, des choses comme ça, mais non, l'auteur choisit délibérément, je pense, d'utiliser plusieurs fois pendant le récit des formes rectangulaires pour nous montrer cette espèce de mise en abîme de cases dans des cases, et que les cases représentent aussi du temps qui s'écoule. Et donc ça c'est beaucoup montré aussi avec le calendrier que l'alter de Lubin a mis en place, parce que c'est quelqu'un de beaucoup plus ordonné, où il va cocher en jaune les cases où c'est lui qui est conscient pendant la journée, et en bleu celles où c'est Lubin qui est conscient. Et donc plus le récit avance, plus ce sont les cases jaunes qui vont être cochées pendant le récit, et qui va indiquer à Lubin le nombre de jours qu'il a perdu, et qui rappelle aussi ce truc là que je disais du sablier qui s'écoule et qui remplit de plus en plus son espace. Et le fait au début, lors de leur conversation, le fait d'alterner une case avec le personnage de l'alter qui parle à travers un écran, ce qui est montré avec une bulle jaune, c'est aussi représenté au sein du calendrier en soi, qui est comme une page de BD où s'alternent des cases jaunes et des cases bleues, qui font directement donc écho au type de composition et de mise en scène que l'auteur mettait dans les conversations vidéo. Et que ces pages de calendrier marquées de plus en plus de cases jaunes sont comme ces pages de BD de vie que l'alter a eu et dont Lubin n'a pas accès et dont il a été dépossédé, et qui lui sont directement symbolisés physiquement en face de lui, quoi. Et que même au bout d'un moment, quand ils vont couper tout contact ensemble, le calendrier va être leur dernier moyen de communication, entre guillemets, si on peut encore appeler ça de la communication, et donc on va passer du cadre de l'écran vidéo à quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui sont les petites cases de calendrier qui ne deviennent plus que de la symbolique pure, de petites cases jaunes remplies qui représentent de la vie et des cases qui s'écoulent. Et que donc dans ces moments plus tard où Lubin va être, comme je disais, essayer de vivre les journées de manière intense et d'y tirer le temps le plus possible, en vis-à-vis on va quand même nous montrer ce calendrier complètement jauni, et que toutes ces petites cases de vie que Lubin essaie d'avoir le temps d'une journée, face à ce calendrier, face au poids de ce truc là, paraissent complètement moindres. Et que du coup, avec ce calendrier, comme je disais, on a une symbolique de page de bande dessinée mise au sein même de la page de bande dessinée. Et donc ça renforce cette idée de à quel point ce truc-là est envahissant, et cette idée de parasite qui vient s'imposer dans la vie de Lubin. Et que dernière chose avec ce calendrier, par exemple, à un moment, la sœur de Lubin, ou une amie à elle, je sais plus exactement, essaie de calculer de manière extrêmement précise le jour où Lubin va reprendre conscience après un certain laps de temps. Ici, le calendrier montré en noir et blanc de manière complètement froide pour accentuer cette idée de calcul et de essayer de ramener à des maths de la rationalité, quelque chose
de symbolique et de pesant pour l'humain. Et sinon, pour terminer les trucs de mise en scène, avant de passer à la partie gros spoil, entre guillemets, je vais énumérer un peu quelques trucs que j'ai notés, que j'aime bien aussi, de la mise en scène. Avec ici, par exemple, une fenêtre qui est montrée avec plein de petites vitres qui font tac 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 comme ça, pour montrer une espèce de temps qui s'écoule, qui symbolise donc encore des cases, et donc qui montre du temps qui s'écoule, et qui est déformé, donc un peu plus abstrait, et qui donc représente une ellipse de temps, tout simplement. Et aussi le fait qu'une BD, ça s'utilise de gauche vers la droite. Au tout début, la première fois où Lubin va se rendre compte que quelqu'un d'autre propose de son corps, il s'est filmé pendant la nuit, comme dans Paranormal Activity. Et donc on va nous montrer toutes des petites cases où il va se voir lui-même occupé de vivre une journée à laquelle il n'a pas eu accès. Et donc pour terminer cette page, on va nous montrer Lubin qui est occupé de regarder cet écran-là et de prendre en pleine face l'ampleur de la situation. Et le fait de nous montrer tout en bas de page, ça accentue le fait que toutes les petites cases au-dessus représentent comme un poids au-dessus de lui, et le fait de nous montrer d'une case de même taille montre bien qu'il est occupé de regarder l'écran et les vignettes qu'on vient de regarder, et on nous le fait regarder vers la droite, et donc avec les vignettes qui ont été filmées, qui sont derrière lui, et accentue cette idée de temps qui s'est écoulé et qui est déjà derrière lui, et qu'il a perdu. Et dans les vidéos, le fait de nous montrer l'alter occupé de parler avec des bulles jaunes, donc montre que c'est un son qui provient d'une vidéo, et accentue aussi son discours à ce moment-là de l'alter, qu'il a de dire qu'il a l'impression un peu d'être un parasite et de venir, parasiter la vie de Lubin. Et quand même si sur cette case on nous le montre parler à travers un écran, et donc depuis le passé, le fait de nous le faire montrer parler avec une bulle jaune donne un certain ton à son dialogue, accentue le fait que c'est quelqu'un de différent, et qu'il ne se soit pas à ce moment-là comme quelqu'un avec une parole légitime, quelqu'un de normal. Ici, au milieu de récit, on nous montre Lubin occupé de s'endormir, et donc il sait qu'il va perdre le contrôle de son corps le lendemain, et il discute avec sa copine Tamara pendant qu'il est occupé de s'endormir et donc de perdre conscience. Et sur la dernière case où il ferme les yeux, on va nous montrer son nom dans une bulle, Lubin. On sait que c'est la parole de Tamara qui est occupée de lui parler, et donc le fait de ne pas montrer une bulle avec une petite flèche reliée directement à elle accentue cette idée que sa parole devient plus éthérée parce que lui est occupé de perdre conscience. Mais en même temps, sur cette case, on nous montre physiquement une bulle avec son nom inscrit dedans, séparée de son corps, quoi. Et donc c'est une belle symbolique de montrer son nom, sa personnalité, qui lui est échappée et qui devient décorrélée de lui. Et du coup la partie spoil avec la fin qui est vraiment bouleversante, déjà plus on avance dans le récit, même avant que Lubin devienne vraiment vieux et tout ça, moi ça me submerge déjà d'émotion pendant la lecture avec ce sentiment d'impuissance qu'a Lubin, cette vie qui s'écoule sans lui, ce moment où il se réveille dans un corps qui lui est presque inconnu, qui a complètement vieilli, dans une vie de famille qu'il ne connaît pas, dans une situation qu'il ne connaît pas, et de l'impuissance qu'il a face à toute cette vie qu'il a perdue, et de cette mort cruelle qu'il est occupé de vivre. On va nous montrer un moment où il a la cinquantaine, où il va revoir pour la dernière fois son ami Léandre, qui est une scène vraiment très touchante, extrêmement triste. On apprend vite fait ce que ses amis sont devenus, qu'il n'y a eu finalement qu'une seule personne de son groupe de théâtre qui a réussi sa vie d'artiste, et que l'un est devenu vigile, et puis Léandre, il a complètement abandonné ses ambitions de prestige, alors que c'est la personne qui insistait le plus sur le fait qu'ils allaient finir par percer, ça allait finir par réussir et tout ça. Et comme ce personnage de Léandre garde une certaine positivité avec sa chouette arrogance et tout ça qu'il possède, on sent quand même cette tristesse dans le fait de retrouver ce personnage vieilli, qui a l'air de vivre un peu cloîtré dans sa maison avec énormément de ses vieilles affaires, avec un poster de lui plus jeune aussi, donc à nouveau cette symbolique du double, et de se renvoyer à lui-même par rapport à son passé. Et le fait que l'auteur ait très bien construit ses personnages avec le peu de temps qu'il a eu pour nous les présenter et pour nous les développer, ça rend ces moments-là extrêmement tristes, extrêmement touchants, et que la transition est assez dure et brutale de voir d'un coup le personnage qui était de Léandre, qui était un jeune passionné, motivé, mais dont l'auteur nous avait déjà fait percevoir une certaine solitude, de le voir soudainement vieilli avec les concessions qu'il a dû faire, et ouais, les choses à laquelle il a dû renoncer, quoi. C'est vraiment assez dur de voir ça, en fait. Et après, lors de son avant-dernier réveil, on apprend de manière très brutale et très froide que la sœur de Lubin est morte, on saura jamais comment, on sait pas exactement quelle vie elle a eu, même si elle aussi c'est un personnage d'artiste qui a réussi parce qu'elle a écrit un livre à succès basé sur la vie de Lubin. Mais voilà, ce personnage on l'a presque pas vu, mais le fait d'apprendre sa mort via presque une fiche Wikipédia, c'est extrêmement brutal, quoi, surtout pour le personnage de Lubin, qui n'a même pas le temps de se rendre compte de cette réalité, qui justement dans cette capacité de laisser aller, entre guillemets, que les autres personnages lui reprochaient, ça lui a quand même, je pense, donné cette force de pouvoir affronter ce problème-là sans revenir à se suicider ou à sombrer complètement dans la folie ou dans quelque chose de trop triste pour pouvoir surmonter et se relever un jour. Le fait d'avoir cette capacité de laisser les choses couler lui permet d'affronter cette situation et cette réalité extrêmement dure, que même si il est dans une forme de lutte avec son alter, il arrive quand même à concéder suffisamment, même si c'est pas dit clairement, c'est le sentiment que j'ai, quoi. Alors qu'une autre réaction aurait pu juste être de complètement sombrer et d'être en larmes constamment ou je sais pas quoi, mais lui continue quand même d'essayer des peu de moments de vie auxquels il a encore droit, d'essayer de les exploiter, de faire avec, quoi. Et que lors de son dernier réveil, il va atterrir dans une monde semi-futuriste
futuriste et tout ça, avec un truc de réalité augmentée extrêmement puissant, et où on va lui faire croire qu'il va retrouver Tamara une dernière fois pour profiter d'un moment ensemble, et où il va même s'endormir et se réveiller en pensant qu'il a toujours contrôle de son corps, ce qui n'est pas le cas parce qu'en fait il est dans cette réalité virtuelle sans le savoir quoi. Et donc le moment où on nous met le casque, et bah on voit plus ses yeux, et puis il les réouvre au sein de cette réalité virtuelle, et donc c'est comme s'il s'endormait et se réveillait pour la toute dernière fois, et qu'on sait pas exactement quelle vie virtuelle il va pouvoir avoir accès, et pendant combien de temps, vu que c'est de la technologie inconnue pour nous, on sait pas exactement comment se passe le temps et tout ça dans ce moment-là, mais il va pouvoir quand même avoir accès à des derniers instants de bonheur avec Tamara, et que donc même dans cette cruauté, ce truc extrêmement dur du récit, on va quand même pouvoir faire vivre à Lubin une dernière fois des moments de bonheur. Et quand même si c'est chouette pour lui, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui est capable de prendre le bonheur là où il est, même s'il en reste peu. En tant que lecteur, c'est un lot de consolation assez petit, et cette fin de récit reste vraiment très froide et très bouleversante. Dans cette fin très dure où Lubin a complètement perdu sa vie, mais où son alter a pu vivre cette espèce de vie entre guillemets parfaite dans ce que la société dit qu'elle peut nous offrir, c'est-à-dire rester en couple jusqu'à la fin de sa vie, avoir des enfants, avoir une carrière à succès, des choses comme ça. Du coup voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, c'est vraiment une BD que je conseille et que j'ai vraiment adoré, et j'irai m'intéresser un peu aux autres œuvres qu'a fait cet auteur-là, parce qu'il est vraiment intéressant, parce qu'il arrive vraiment à capter un ton très juste dans les relations de ses personnages, dans les attitudes, dans le récit, dans le propos, enfin bref, à donner des petites anecdotes et des petites phrases qui peuvent en dire beaucoup, qui font ricochet, qui font vraiment une espèce de cohérence pour chaque personnage qui existe, même dans le peu de moments où ils existent. Et du coup voilà, je vous remercie pour votre temps de cerveau, et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.